Donc, il y a un petit peu plus de 20 ans déjà, la ville nouvelle de Sénart et les communes qui la composent ont souhaité se jumeler avec 8 villes mauritaniennes situées dans le Trarza et également des villes situées dans le Brakna, des jumelages très actifs, de nombreux projets qui se sont développés au fil des années. Alors l'apport de l'agglomération de Sénart, c'est l'intercommunalité, c'est-à-dire que nous travaillons en réseau. Les villes qui composent Sénart ont décidé de travailler ensemble et c'est le SAN qui coordonne donc les actions des uns et des autres et qui favorise les échanges. On a décidé de développer des projets intercommunaux, tous ensemble. On a notamment identifié le domaine de la santé. Rapidement, bien sûr, on s'est rendu compte que si on voulait être efficace, il fallait prendre appui sur une ONG mauritanienne spécialisée dans le domaine de la santé. On a identifié comme partenaire l'ONG Naître et Grandir. Au fil des années aussi, on a mieux compris les problèmes de santé publique qui se posaient donc à ce pays et on a été particulièrement sensibilisé aux chiffres concernant les taux de mortalité maternelle. Et bien évidemment, dans les causes de cette mortalité, à un moment donné, on a bien identifié que l'excision y était pour quelque chose. Ça a été très long, très lent pour obtenir quelques informations sur ce phénomène. Évidemment, en connaissant le pays, ils sentaient bien que le pays n'était pas prêt à autoriser un travail, je dirais, public. Il a fallu être patient, il a fallu attendre. Et puis en 2010, une fatwa donc, a rendu possible le travail sur l'excision. Donc les religieux mauritaniens disant clairement que l'excision n'était absolument pas liée à l'exercice de la religion musulmane. Donc à partir de là, oui, on a pu commencer à travailler sur notre projet. Je ne savais pas quel était l'intérêt de l'excision, ni pour l'homme, ni pour la femme. Ça m'a précédé. Depuis des générations, traditionnellement, les gens le faisaient. Et ils disaient que c'était une obligation. Ils disaient aussi que c'était une bonne chose pour la femme. Donc moi aussi, j'ai continué. C'est un projet sur 2 ans qui a un impact sur le plan social. Et moi, en tant que médecin, je serai le premier donc, à être de vos côtés pour asseoir ce projet. Depuis le début du projet en avril 2012, il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation. Je souhaiterais que cette campagne continue et que l'on étende les activités aux communes voisines. Donc, nous menons des activités dans différents domaines, surtout tout ce qui concerne la formation, le suivi, la supervision des structures de santé. Actuellement, nous exécutons ce programme de lutte contre les MGF qui est financé par le SAD de Sénart. Au niveau de Rosso et d'Erkiz, nous avons eu à recruter des gestionnaires du programme. Donc, c'était sur proposition des maires. Je suis responsable de la gestion du projet qui compose 15 animateurs. Je suis membre de la société civile et actif sur tout ce qui concerne les droits de l'homme ainsi que les problèmes de la société. C'est pour cette raison que lors du jumelage du SAN avec Erkiz, la commune m'a proposé à l'ONG Naître et Grandir pour gérer la sensibilisation de notre commune.
Avant d'être gestionnaire de ce programme, j'ai eu connaissance de la lutte contre les MGF en 2007. J'ai participé à une conférence débat animée par l'un de nos éminents imams. C'est lors de cette conférence qu'il nous a expliqué la position de l'islam par rapport aux MGF. Il y avait aussi des médecins qui nous ont expliqué leurs conséquences néfastes. La première fois, j'ai eu à lire une brochure qui parlait d'excision. À la télévision aussi, j'ai suivi un documentaire qui parlait de l'excision. Mais c'est récent. Moi-même qui parle avec vous, on m'a fait ça. C'est ma grand-mère qui faisait ça. Je veux aider les gens parce que ce qui m'arrive, je ne veux pas que ça arrive aux autres. Vous savez, mon mari est un militaire à la retraite. Il a visité quand même beaucoup de pays et c'est quelqu'un qui a une certaine connaissance au niveau de la thématique de l'excision. Il m'encourage vraiment à continuer dans la lutte, ainsi que toute ma famille. Nous avons eu à faire une formation initiale des agents au niveau de Nouakchott et nous les avons formés un peu sur toutes les conséquences néfastes des mutilations génitales féminines. Nous leur avons aussi donné des explications sur la fatwa que les imams mauritaniens ont élaborée pour interdire les mutilations génitales féminines. Et une autre formation aussi non moins importante qui constitue les stratégies de communication. Donc comme c'est des animatrices, le plus souvent elles n'évoluaient pas dans ce domaine. Donc il fallait leur faire une formation sur comment transmettre les messages, quelle était la meilleure manière d'aborder les familles et transmettre les messages. Et régulièrement, tous les 3 mois, nous organisons une supervision pour l'ensemble des animatrices et des gestionnaires pour faire un peu le point, voir quelles sont les difficultés, comment le travail avance et si éventuellement il y a besoin de formation ou d'accompagnement pour que nous puissions le faire dans les meilleures conditions. Et il faut noter aussi que ces personnes aussi ont une rémunération juste pour les aider pour le transport, pour qu'elles puissent mener à bien leurs actions. Et nous avons développé essentiellement 2 stratégies. Il y a la stratégie du porte-à-porte. Donc chaque animatrice doit travailler 5 jours par semaine et chaque jour, elle doit visiter au moins 10 familles. Donc avec lesquelles elle va s'entretenir. Et elles ont aussi des dépliants qu'elles doivent laisser dans les familles et cela va constituer en quelque sorte une référence pour pouvoir mieux diffuser le message. La femme, là, depuis qu'elle a commencé à exciser ses enfants, la première qu'elle a fait, elle a eu des difficultés. Puisque jusqu'à présent, l'enfant ne peut pas uriner. Après ça, elle a 5 filles. Elle dit que depuis qu'on a passé les messages chez eux, depuis en ce moment-là, elles ne font pas ça. Depuis qu'on est passé, il y a, alhamdoulilah, 5, il y a 2 jumeaux, filles et 3 autres. Mais elle dit qu'elle ne fait pas. Dieu merci, je connais tous les habitants des petits villages aux alentours. Je suis bien accueillie dans la plupart des maisons parce qu'ils me connaissent. Je suis comme leur fille, j'ai grandi dans ces petits villages. Et ils sont sûrs que je ne vais pas leur amener de faux messages. Ils savent que tous les messages que je vais leur transmettre sont des messages qui vont dans leur intérêt. Et c'est pour ça que ça se passe bien avec eux. Je suis bien accueillie par les familles. Elles écoutent mes explications et le plus souvent, elles m'encouragent même à persévérer. La deuxième stratégie, c'est surtout l'animation de groupe. Donc, elles identifient tous les groupements au niveau de leur zone, coopérative féminine, centre de promotion féminine, école, groupement de jeunes, associations. Et en général, c'est bien perçu. Bon, on a fait une séance de sensibilisation. On a appelé les femmes. On a utilisé ce flipchart pour leur faire bien comprendre. Heureusement qu'ils ont bien compris. Parce que les jeunes, c'est eux qui seront demain mamans. Et on doit parler avec eux. Les animatrices font le rapport de leurs activités d'une manière quotidienne. Et les gestionnaires des programmes nous transmettent des rapports mensuels au niveau de l'ONG Naître et Grandir.
Et nous, de tous les trimestres, nous réalisons un rapport que nous envoyons au centre de Sénar. Et il est prévu aussi de faire un rapport annuel de toutes les activités. L'excision est faite le plus souvent en dehors de l'autorisation du mari, du père de la fillette. Donc, il n'est au courant qu'au dernier moment, lorsqu'il y a des complications. Les femmes, là, elles ne me disent rien. C'est ça, quand elles trouvent un problème. C'est ça que moi j'ai attendu. Donc, dans la lutte aussi, nous mettons l'accent beaucoup sur les hommes, leur implication. Le père de famille est souvent à la mosquée. Donc, je pense qu'il est important que l'imam de la mosquée fasse souvent les sermons le vendredi en ce qui concerne, en tout cas, les conséquences. Dans les stratégies de communication aussi, nous insistons beaucoup sur les écoles. Il est important qu'ils grandissent avec cette idée que les mutilations génitales féminines sont interdites et que c'est une atteinte aux droits de l'homme, aux droits de la femme, aux droits de l'enfant, pour qu'eux aussi qu'ils puissent prendre la relève. La sensibilisation, j'aimerais que ça s'améliore, puisque c'est une très bonne chose, très bonne idée, et qui se lutte à travers l'international, pas seulement de la Mauritanie, ni le Sénégal, ni d'autres choses, mais c'est à travers le monde entier. Et on pense que nous aussi, on va créer, de faire tous nos efforts possibles pour enrichir la sensibilisation, puisque c'est une chose qu'on doit lutter contre, et on doit dire non à l'excision. Le point essentiel aussi, c'est de constituer dans chaque zone un comité de surveillance qui est essentiellement constitué du médecin, de la sage-femme, d'un ou deux imams, de représentants de la société civile. Ce comité se réunit tous les trimestres et permet de faire un peu le point sur l'état d'avancement de la sensibilisation. Le comité de surveillance constitue en quelque sorte une référence pour les animatrices du programme parce qu'au cours des animations, si elles rencontrent des difficultés, par exemple des familles qu'elles n'arrivent pas à convaincre, elles font appel au comité où différents membres pourront intervenir. Bon, pour sanctionner les gens, ce n'est pas facile, mais on arrive à les convaincre, certains de nos disciples ou bien les personnes qui sont proches de nous. Si on les parle, ils comprennent. Ce que nous voulons les expliquer, comprendre. Je suis membre du comité de surveillance. À chaque fois qu'on a besoin de moi, le responsable de programme me convoque et je viens participer aux réunions ou aux sensibilisations. Par ma fonction de responsable de la reproduction au niveau du centre de santé, je suis en quelque sorte membre de droit du comité de surveillance. Tous les problèmes de reproduction de la zone me sont posés en premier lieu. Je peux aussi voir l'évolution des mentalités, aider les animatrices au niveau des informations qu'elles donnent et vérifier leur exactitude. La sensibilisation dans la communauté est importante, mais la sensibilisation dans le milieu de la santé est aussi très importante. Elle donne un aspect plus officiel. Les animatrices, elles, sont choisies dans leur zone. Si elles font des animations dans le centre de santé, en présence de médecins, déjà il y a une forte affluence, les gens voient que c'est directement lié à la santé et que les professionnels, eux aussi, luttent contre ça. La sensibilisation a un vrai impact dans la lutte, parce que beaucoup de femmes viennent pour demander la confirmation de ce que les animatrices leur ont expliqué au village. Donc les femmes ont vraiment l'occasion d'apprendre, et les gens osent de plus en plus en parler. D'autre part, il y a de moins en moins de familles qui viennent au centre pour demander que l'on excise leurs filles. Ça veut bien dire que toutes ces actions ont une influence sur le taux de filles excisées dans la zone. Vous savez, il y a toujours des gens qui viennent au centre demander que l'on excise leurs filles, mais nous en profitons toujours pour les sensibiliser. Nous leur disons que c'est une pratique qui est interdite et que le personnel de santé n'a absolument pas le droit de le faire. Nous leur disons aussi que nous allons suivre cet enfant et que si nous apprenons, par quelque moyen que ce soit, que la fille a été excisée, nous allons prendre des dispositions pour les sanctionner. Mais on essaie quand même de sensibiliser, surtout si la patiente qui vient accoucher, elle a subi cette pratique, mais on essaie quand même de la sensibiliser à chaud sur la pratique néfaste de l'excision, ou bien d'essayer de faire un suivi après par les animateurs qui peuvent passer à domicile au niveau des foyers et essayer de sensibiliser les gens. C'est sûr qu'il y a des femmes qui voudront continuer à faire les MGF malgré toutes les sensibilisations, malgré la connaissance des méfaits et tout. Mais s'il y a une loi aussi, ça va être beaucoup plus canalisé aussi et constituer
un frein à cette pratique, je l'espère. J'ai pu faire une sensibilisation au niveau de nos 2 députés ici pour qu'ils en parlent à l'Assemblée nationale. C'est des lois qui ont déjà commencé à faire leur effet, qui a donné des effets. Au Sénégal, au Mali, on a eu des échos qu'effectivement des gens ont été sanctionnés à cause de ces pratiques. Donc autant le faire en Mauritanie parce que autant prendre les mêmes dispositions en Mauritanie. Le projet de loi de lutte contre le MGF est actuellement en instance au niveau de l'Assemblée générale, qui est la plus haute instance de ce pays représentant le peuple. Ce qui veut dire que c'est quelque chose d'important et que globalement la population suit l'évolution de cette problématique. Le ministère de la Femme et de l'Enfance, qui est aussi le pionnier dans la lutte contre les MGF, est beaucoup engagé sur le sujet. Donc il y a un réel mouvement national quant à l'éducation de chacun. On ne peut pas mener toutes les actions de lutte contre les MGF. C'est à travers les ONG, la société civile, les coopérations féminines, les associations, que la sensibilisation peut et doit passer. La preuve en est que le ministère ne fait pas d'action de sensibilisation directement envers les populations. Il passe toujours par des partenaires extérieurs. Ce qui démontre une fois de plus qu'à chaque fois qu'il y a une société civile forte engagée dans un mouvement, c'est à ce moment-là qu'il y a la réussite. Nous avons 3 imams qui sont vraiment engagés dans cette lutte et qui, dans leur sermon du vendredi, parlent de la problématique des mutilations génitales féminines et de la position de l'islam par rapport à cette mutilation. Bon, peut-être c'est les gens qui ne comprennent pas très bien l'islam et ceux qui le comprennent très bien, ils ont cessé depuis longtemps de le pratiquer. Parce que certaines pratiques, peut-être c'est traditionnel ou bien c'est ancestral. Les gens qui ont bien étudié la charia ou bien qui connaissent les hadiths ou les sunnah, ils ont compris automatiquement, il n'y a pas de barrière là-dessus. Donc je ne le pratique pas chez moi et je continue à dire ne pratiquez pas. Bon, la femme occupe une place très importante dans la société mauritanienne. Déjà, le premier point, c'est elle la gardienne des traditions, des valeurs ancestrales. Donc, comme on dit chez nous, la femme est le pilier de la société. Donc, mais quand même que c'est vraiment dommage que pour le problème des mutilations féminines, c'est essentiellement une question de femmes. Parce que c'est des femmes qui sont concernées. C'est elles qui sont exciseuses et c'est elles aussi qui amènent les filles pour les excisions. Donc c'est elles aussi qui font souffrir les femmes. Donc là, c'est en quelque sorte une contradiction. Je suis engagée dans la sensibilisation au niveau de ma communauté. Avant, je pratiquais l'excision parce que c'est ma maman qui excisait. Mais quand elle a atteint un certain âge, elle tremblait et elle ne pouvait plus exciser. C'est à ce moment-là que j'ai commencé, mais j'ai arrêté quand on m'a expliqué les dangers. Pour l'excision, j'allais même au Sénégal. On réunissait une douzaine de filles que j'excisais. Aujourd'hui encore, il y a des mamans qui m'emmènent leurs filles, mais je leur explique que j'ai arrêté, du fait des complications et des souffrances. Une particularité aussi pour Trarza, de Rosso Erkiz, c'est qu'il y a une forme de MGF qui n'est pas très répandue dans le pays, c'est-à-dire l'utilisation d'une gomme, la gomme d'une plante appelée Mounas. Le plus souvent, là, la communauté, la famille n'est pas informée même de la pratique, parce que ça passe vraiment inaperçu. Si c'est une fille qui est excisée avec une lame, des ciseaux, en général, ça saigne, il y a des douleurs, la fillette pleure et donc l'entourage peut être informé sur la pratique. Donc en faisant des enquêtes, on peut savoir vraiment si les taux évoluent ou ils baissent en fonction vraiment des connaissances de la population. Mais le Mounas, la famille peut l'utiliser et si elle ne vous avoue pas qu'elle a utilisé le Mounas, vous ne pouvez pas le savoir. Dans un premier temps, on avait arrêté d'exciser les filles avec des lames et il y a une autre pratique qui consistait à mettre de la gomme de Mounas sur le clitoris. Et cet organe s'atrophie et finit par disparaître. Mais maintenant, on nous a dit que ça aussi c'était dangereux et donc on a arrêté. Je ne sais pas vraiment quel est le mécanisme par lequel agit le Mounas, mais je pense qu'il peut être plus dangereux que la lame, car on ne sait pas vraiment quel est son mode d'action. Est-ce que ça va se limiter seulement au clitoris ou est-ce que ça va attaquer les organes avoisinants ?
J'espère que mes filles n'auront pas de complications. Leur clitoris a pratiquement disparu. Je leur mettais du mounas toutes les nuits pendant qu'elles dormaient. Par contre, pour les filles de ma sœur, le clitoris est encore apparent. Mais comme on m'a dit qu'il y a des complications, je ne vais plus le faire. De toutes les manières, il n'y a pas une zone à fort ou à faible taux. Même un taux de 1% de mutilation génitale féminine est inadmissible et il faudra bien le combattre. Depuis le début de la campagne de sensibilisation, il y a un vrai mouvement qui s'est créé et les populations commencent à comprendre l'importance de la lutte contre les MGF et même à se débarrasser de cette pratique. Moi-même, avant, je n'étais pas sensibilisée. Donc il faut vraiment sensibiliser toute la communauté. Moi, je suis âgée. Il y a beaucoup de choses dont je ne suis pas informée. Mais les jeunes sont de plus en plus au courant de ce qui se passe au niveau du mouvement international. En tant que militant, j'aimerais que toutes les forces, le gouvernement, la radio, la société civile, les femmes, les jeunes, dans les établissements scolaires, dans les coopératives féminines, dans la brousse. Mais pour que tout le monde soit informé, il faut que tout le monde soit impliqué. C'est un combat de longue haleine. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Mais c'est avec de la persévérance, avec de la sensibilisation, avec l'éducation que la population va vraiment se rendre compte du méfait des MGF.